J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Imaginez un monde où la mort n'est plus une fatalité, mais plutôt une étape modifiable de notre existence. Dans notre quotidien, la réalité inéluctable de la mortalité influence grandement notre manière de penser et d'agir. Elle est à l'origine de nos plus grandes craintes comme de nos plus ardents désirs, poussant chacun à chercher un sens, à établir des priorités et à donner de la valeur à chaque instant, conscient du caractère éphémère et précieux de l'existence. Pourtant, dans l'univers que je m'apprête à explorer avec vous, la technologie a repoussé les limites de la vie au-delà de son enveloppe charnelle. Ici, la conscience peut être numérisée, stockée et transférée dans un corps ou dans un autre, rendant la vie éternelle comme une sorte de réalité accessible à ceux qui peuvent se le permettre, bien sûr. Cette révolution soulève des questions profondes sur notre identité, sur l'éthique et la domination d'une des forces les plus terribles de notre monde, la mort. Comment nos relations, nos ambitions et nos rêves changeraient-ils si nous avions la possibilité de vivre plusieurs vies ? Chaque choix, chaque désir, chaque peur prendrait une dimension toute nouvelle. Mais cette éternité numérique est-elle vraiment le summum de l'évolution ou juste le début d'une nouvelle forme de quête ? Quel prix sommes-nous prêts à payer pour une seconde chance ou une énième chance, une énième vie ? Salut les fans de fiction, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode de Sauce Fiction, le podcast qui dévore la SF à toutes les sauces. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers où la technologie a redéfini les frontières de l'humanité, un monde où la mort elle-même est devenue une variable ajustable grâce aux avancées de la science. Oui, la science a réussi à maîtriser la mort, enfin, juste une dimension de la mort. Imaginez-vous un instant pouvoir télécharger votre conscience, vos souvenirs, votre essence même, votre âme peut-être, ce qui fait de vous ce que vous êtes, dans une nouvelle enveloppe corporelle à la suite d'un accident, d'une maladie grave ou même de votre décès physique. C'est dans ce contexte, au XXVIe siècle, que nous découvrons Takeshi Kovacs, un ex-soldat d'élite engagé pour enquêter sur une affaire plutôt complexe, mêlant mort, mémoire et pouvoir. Là, on pourrait se dire que nous allons juste avoir affaire à un chapitre du célèbre Hercule Poirot. Est-ce qu'il croit qu'on se débarrasse d'Hercule Poirot comme ça ? Ah non ! Mais dans le futur, mais il n'en est rien. Le cœur de cette enquête ne réside pas dans l'enquête sur la mort d'un anti richissime, même si c'est le cœur de l'histoire, mais réside plutôt bel et bien sur cette technologie de la pile corticale, un dispositif capable de sauvegarder l'ensemble de la conscience humaine. Cette technologie accessible à ceux qui peuvent se l'offrir pose bien évidemment des questions éthiques profondes sur la valeur même de la vie, la nature de l'identité et les abîmes de la justice dans une société stratifiée par l'accès à l'immortalité. L'univers qu'a créé Richard Morgan dans sa trilogie est un miroir grossissant de notre propre débat contemporain autour de la technologie, du transhumanisme et de la disparité sociale. Mais celui-ci est projeté dans un futur où ces questions prennent une dimension inédite, voire troublante. Au travers des yeux de Kovacs, nous découvrons alors une Terre transformée et divers autres mondes colonisés, tous unis sous le joug du protectorat des Nations Unies, dans Carbone modifié, Altered Carbon. La réincarnation rendue possible par la technologie de la pile corticale implantée dans la nuque, un dispositif qui permet alors de stocker notre mémoire, mais aussi notre personnalité. Bref, ce dispositif soulève des dilemmes inattendus. Si la mort n'est plus une fin, qu'est-ce qui donne du sens à la vie ? Comment, par exemple, la justice peut-elle s'appliquer quand la sanction ultime, la mort, perd toute sa valeur ? Cette œuvre nous plonge bien évidemment dans des réflexions sur le post-humanisme, en explorant comment l'extension de la vie va affecter l'expérience humaine à proprement dite. Tous les personnages que nous rencontrerons lors de notre lecture sont complexes et profondément humains, et ça malgré leur environnement technologiquement très avancé.
Il nous rappelle que les questions d'identité, d'appartenance et de moralité restent universelles, même face à l'évolution spectaculaire de notre condition d'être vivant à durée déterminée. Dans ma propre expérience de lecture, j'ai été frappé par la façon dont l'auteur tisse des récits d'action palpitants avec des interrogations philosophiques profondes. Cela m'a même poussé à m'interroger sur notre rapport actuel à la technologie et sur l'éventualité d'une future convergence entre l'humain et la machine. Si je partage ces réflexions avec vous, c'est que mon objectif est de maintenir cet espace d'attention qui existe dans notre réalité sur les implications de nos propres avancées technologiques et sur la manière dont elles pourraient remodeler notre définition de l'existence. L'univers de carbone modifié ou altered carbon est un rappel saisissant que les innovations futures porteront en elles des possibilités incroyables, peut-être même des possibilités qui ne sont même pas imaginées à ce jour, mais aussi des défis éthiques et sociaux considérables. La résonance de cette histoire avec nos propres inquiétudes et espoirs actuels fait d'elle un récit tellement captivant. Elle nous invite à contempler non seulement ce que nous pourrions devenir, mais aussi ce que nous devrions chercher à préserver dans notre humanité, dans un futur où presque tout semble possible. Mais au fait, je vous décris les implications dans cet univers sur notre réalité, mais de quoi est fait l'histoire de cet excellent livre écrit par Richard Morgan? Dans Altered Carbon, le personnage central est donc Takeshi Kovacs, un ancien soldat d'élite des corps diplomatiques, les Diplos. Il est réanimé des siècles après sa mort pour résoudre une enquête complexe, le prétendu suicide de Lawrence Bancroft, un mat extrêmement riche, extrêmement puissant. Combien de temps j'ai été stocké ? 250 ans. Vous êtes la propriété de Lawrence Bancroft dans ce corps. Bancroft, qui sauvegarde régulièrement sa conscience via un satellite privé, refuse de croire qu'il a provoqué sa propre mort et engage Kovacs pour découvrir la vérité. Kovacs se retrouve alors plongé dans un monde où le luxe et la décadence font loi, loin de son passé violent. Il navigue dans les hautes sphères de la société où il rencontre des personnages assez énigmatiques, dont Myriam Bancroft fait partie, la séduisante épouse de Lawrence, mais aussi Christine Ortega, une inspectrice de police ayant un intérêt assez personnel à suivre cette affaire. Ah, lieutenant. Mon boulot, c'est pas seulement de vous sauver les fesses. Je l'aime bien. Alors qu'il enquête, Kovacs est bien sûr confronté à des adversaires redoutables et à des révélations surprenantes sur les côtés sombres de la technologie qui permet de rendre l'immortalité réelle. La quête de Kovacs va également l'amener dans des lieux beaucoup moins accueillants, dans les quartiers pauvres et violents de la Terre, révélant une société profondément divisée par la richesse et l'immortalité d'un côté et la pauvreté et la mortalité de l'autre. Il découvre que derrière le suicide apparent de Bancroft se cache aussi un réseau, une conspiration qui menace le tissu même de cette société avant-gardiste. Sincèrement, l'histoire est riche en actions, intrigues et réflexions philosophiques. Elle questionne sur la moralité à faire évoluer l'humanité vers un monde où la mort n'est plus une certitude, même si elle est possible dans certaines conditions. Finalement, la quête de Kovacs n'est plus seulement celle de la vérité derrière la mort de Bancroft, mais aussi une exploration de sa propre âme dans une société où l'éternité est à la fois une bénédiction et une malédiction. D'ailleurs, ce débat est intéressant et ne trouvera certainement jamais de réponse à cette question primordiale. Si l'on change de corps, est-on encore le même ? Ton corps n'est qu'une enveloppe. Tu t'en défais comme un serpent quitte sa mue. Pour que la conscience humaine arrive à se transférer entre plusieurs corps pour l'éternité. L'idée d'immortalité était autrefois cantonnée aux mythes, aux dieux et à la littérature. Mais aujourd'hui, dans notre réalité, elle s'immisce doucement, progressivement dans le champ de la recherche scientifique et technologique. Les avancées en biotechnologie, en intelligence artificielle et en stockage de données étudient déjà les perspectives inédites de pouvoir stocker les données humaines caractéristiques dans un encodage numérique. Des projets comme ceux menés par Google Calico cherchent en ce moment même à prolonger la vie humaine, tandis que d'autres, à l'instar de la start-up Nectome, explorent la possibilité de conserver la conscience après la mort physique. Vous pensiez que Altered Carbon était de la fiction ? Non, c'est de la littérature d'anticipation, car cette quête d'immortalité, qui autrefois était juste un fantasme, devient un horizon
potentiellement atteignable, redessinant déjà les contours de notre société. L'impact de telles recherches, d'une telle révolution, sera profond et provoquera un séisme dans notre relation à la vie. L'espoir d'immortalité pourrait exacerber les disparités économiques dans un premier temps, car les ressources permettant de prolonger la vie étant probablement coûteuses et donc inaccessibles à une large part de la population, feront que le monde se divisera d'une manière encore plus tragique. Les structures familiales, elles aussi, pourraient être bouleversées, par exemple dans la succession générationnelle où la transmission des richesses deviendrait floue et même obsolète. La littérature de science-fiction, de Altered Carbon à d'autres romans comme Dans la dèche au royaume enchanté de Cory Doctorow, offre des aperçus troublants de ces futurs possibles où l'immortalité est tantôt une bénédiction, tantôt une malédiction. Parallèlement à ça, la digitalisation de la conscience peut s'avérer être une solution pour conserver nos pensées, souvenirs et peut-être même notre âme. Je ne vous ai jamais demandé de me ramener à la vie. Qu'espérer d'une telle possibilité, celle de nous transférer ou de nous dupliquer, parce que la question essentielle est là. Si je peux sauvegarder mon esprit et le réinjecter ailleurs, dans plusieurs enveloppes, qui est celui à l'origine de tout ça? Celui qui constitue le moi identitaire d'origine. Si l'on peut changer de corps ou dupliquer sa conscience, quelque part, il ne reste plus rien d'intangible en nous. Depuis les premières utopies d'immortalité jusqu'au débat actuel autour de la singularité technologique, notre fascination pour ces questions est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Elle souligne bien notre quête incessante de transcender nos limites tout en mettant en lumière les défis que ces aspirations soulèvent. En somme, la science-fiction ne fait pas que prédire l'avenir, elle nous prépare à y faire face en explorant les profondeurs de l'humain face à l'inconnu technologique. Et dans un monde où la mort n'est plus une fin mais un simple obstacle technologique, les fondements même de notre société comme la justice, la guerre et les relations amoureuses seraient profondément transformés. La science-fiction, en particulier à travers l'œuvre de Altered Carbon, nous offre une fenêtre sur ces possibles futurs. La justice, dans un contexte où la mort peut être contournée, devrait s'adapter à de nouvelles réalités. À la fin des années 2020, au moins 28 567 personnes dans le monde, dans notre monde actuel, se trouvaient sous le coup d'une condamnation à mort, à la connaissance d'Amnesty International, contre 18 848 en 2016. Cette évolution est catastrophique. La peine capitale, ultime sanction pour les crimes les plus graves encore pratiqués dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, n'aurait, dans ce futur dystopique, plus aucune valeur. Il faudrait inventer d'autres peines, d'autres systèmes d'incarcération. Ces prisonniers purgeraient alors, comme dans Demolition Man, des peines en capsule de stase ou cryogénique, qui proposeraient également de vivre une réhabilitation mémorielle à travers nos rêves comme forme de sentence ultime. Tout ceci nous amène tout de même à nous demander, dans un futur proche, où la conscience pourrait être sauvegardée et transférée, quelles seraient alors les implications pour ce système pénal ? Des recherches actuelles en neurosciences et en intelligence artificielle explorent d'autres possibilités, celle de numériser certains aspects de la conscience humaine, pas la totalité, mais certains aspects, bien que nous en soyons encore à un balbutiement de science dans ce domaine-là. Historiquement, la conception de la justice s'est toujours adaptée aux évolutions sociétales et technologiques, passant de la loi du talion à des systèmes judiciaires complexes, cherchant à réhabiliter plutôt qu'à punir. Dans un futur où la mort est évitable, de nouvelles formes de sanctions pourraient émerger, axées sur la réparation et la réinsertion, mais toujours dans la privation de liberté. C'est un peu la même chose en ce qui concerne la guerre et le militarisme. L'introduction de soldats d'élite capables de transférer leur conscience, à l'image des diplos, pourrait révolutionner les tactiques militaires. La perspective de troupes immortelles changerait non seulement la manière dont les guerres sont menées, mais aussi la manière dont elles sont perçues par le public. Les recherches actuelles en robotique et en intelligence artificielle militaire visent d'ailleurs à minimiser les pertes humaines et pourraient être vues comme un prélude à cette évolution. À travers les siècles, la guerre a toujours été un moteur d'innovation technologique, mais également un reflet des pires aspects de notre humanité. Un futur où la conscience pourrait être transférée soulèverait des questions éthiques sans précédent sur la valeur de la vie humaine et le coût moral des conflits internationaux.
Le concept même de nation, d'appartenance à un système ou à une communauté serait remis en cause. Il ne resterait qu'un seul clivage entre ceux qui détiennent le pouvoir et l'argent et les autres. L'amour, dernier bastion de la nature humaine, et les relations sociales dans un monde d'immortalité poseraient également des défis inédits. La promesse d'une vie sans fin pourrait transformer les dynamiques relationnelles, rendant les engagements comme celui du mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare, totalement obsolètes. Nous savons que les études actuelles sur la longévité et le vieillissement cherchent à prolonger la vie humaine, ce qui pourrait déjà commencer à influencer ce type de relation. Historiquement, l'idée de l'amour éternel est un thème récurrent dans la littérature et la philosophie, mais sa concrétisation pratique pourrait avoir des implications bien plus profondes. Comment les relations évolueraient-elles si nous pouvions changer de corps à volonté ? L'amour dans ce contexte deviendrait-il plus spirituel, moins attaché au physique ? Ou au contraire, la facilité de changement d'enveloppe entraînerait-elle une superficialité accrue des relations amoureuses ? Il devient évident que la progression vers un futur où la mort peut être contournée nous oblige à repenser nos structures sociales, éthiques et personnelles. Altered Carbon et d'autres œuvres de science-fiction ne sont pas seulement des divertissements, elles sont des miroirs tendus vers notre présent, nous montrant à quel point les espoirs, les peurs et les dilemmes profonds que porte en lui le progrès humain sont indissociables de l'évolution technologique. L'univers dystopique de Richard Morgan, où la technologie a franchi les ultimes barrières de l'humanité, offre l'immortalité à ceux qui peuvent se le permettre. L'auteur nous propulse donc dans cette réflexion avec une finesse narrative et une profondeur philosophique qui m'a sincèrement bouleversé. Avant de se consacrer entièrement à l'écriture, Morgan avait embrassé une carrière académique, enrichissant son approche de la fiction d'une rigueur et d'une érudition peu commune. D'ailleurs, ses expériences, sa fascination pour les dilemmes moraux engendrés par le progrès technologique et son désir de dépeindre des futurs plausibles mais profondément troublants imprègnent chaque page d'Altered Carbon. En 2002, son premier roman, donc, marque l'avènement d'un talent exceptionnel dans le paysage de la science-fiction et se distingue par sa capacité à mélanger action effrénée, enquête policière dans le meilleur style des romans noirs et futur dystopique. L'histoire nous est racontée à travers les yeux de Takeshi Kovacs, un ancien soldat devenu enquêteur privé dont la conscience est injectée à travers l'espace et le temps pour résoudre un mystère qui le dépasse. À travers justement le prisme de Kovacs, Morgan explore les conséquences de l'immortalité sur la société, l'économie et les dynamiques de pouvoir. Il nous confronte aux abus inévitables de cette technologie, aux disparités abyssales entre ceux qui peuvent se permettre de renaître et ceux condamnés à une mortalité inévitable. Ce monde où les enveloppes corporelles sont interchangeables et la mort n'est qu'une contrariété temporaire est un miroir déformant de nos propres obsessions avec la jeunesse éternelle, la beauté éternelle et le pouvoir omniprésent. La transition de Morgan vers la fiction n'est pas anodine. Elle reflète son désir profond de questionner, de déranger, de provoquer. Ses influences littéraires, comme beaucoup d'autres auteurs, allant de Philip K. Dick à Raymond Chandler, c'est sa Dame du Lac, se font sentir dans sa capacité à tisser des récits complexes où la technologie avancée côtoie les bas-fonds les plus sombres de la nature humaine. Mais plus encore, c'est dans son engagement à explorer les zones d'ombre de notre âme collective à travers le prisme de la science-fiction que Morgan excelle. Cette œuvre n'est pas seulement une aventure trépidante dans un futur dystopique, c'est une invitation à réfléchir sur notre propre monde, nos valeurs et les chemins que nous pourrions emprunter. Comme Kovacs, nous sommes invités à naviguer dans des réalités moralement ambiguës, à questionner l'éthique derrière le progrès et à nous demander, finalement, ce qui fait de nous des êtres profondément humains. Dans la contemplation de ce futur possible se trouve une introspection sur notre présent, nos choix et notre destinée en tant qu'espèce. C'est là, dans cette réflexion, que réside la véritable magie de l'écriture de Morgan. Et vous d'ailleurs, chers fans de fiction, comment envisagez-vous notre avenir ? Sommes-nous prêts à embrasser l'immortalité avec toutes ses promesses et ses périls ? Ah, le cyberpunk, avec ses racines plongeant profondément dans les dystopies urbaines, saturées de technologies avancées, de décadence sociale, a toujours été pour moi un miroir critique de nos angoisses contemporaines face à l'essor technologique. Ce genre, qui a émergé dans les années 80 avec des œuvres pionnières telles que Neuromancer de William Gibson, publié en 1984, que je vous conseille de lire pour comprendre réellement la source qu'est cette inspiration cyberpunk,
a posé les bases d'une science-fiction qui interroge notre relation à l'information et à la société. Altered Carbon de Richard Morgan s'inscrit d'ailleurs avec brio dans cette tradition, tout en repoussant les limites du genre, en revisitant les thèmes classiques du cyberpunk, la fusion entre l'homme et la machine, les corporations puissantes régissant la vie des individus et les questions d'identité et de conscience. Toutefois, Morgan enrichit ses motifs en explorant les conséquences ultimes du progrès technologique, l'immortalité accessible via le transfert de conscience par exemple. Ce faisant, il interroge non seulement notre désir de transcender la mort, mais aussi les implications éthiques et sociales d'une telle possibilité. D'autres œuvres partageant cette thématique explorent également les intersections entre l'humanité et la technologie, souvent avec une critique sous-jacente du capitalisme et de l'aliénation. Par exemple, Le Samouraï virtuel de Neil Stephenson, un roman post-cyberpunk qui se penche sur la réalité virtuelle comme terrain de jeu pour l'identité et le pouvoir. D'ailleurs, il a une particularité, c'est qu'il donne une fin plutôt positive à un univers dystopique, ce qui n'est pas banal déjà. La série aussi, La Cité des Permutants de Greg Egan, avec son accent sur le post-humanisme et les modifications corporelles, où quiconque ayant perdu son corps peut désormais poursuivre son existence sous la forme d'une copie numérique de lui-même au sein d'une simulation informatique de notre univers, mais à quel prix et pour quelle humanité? Mais aussi Le Schisme de Matrix de Bruce Sterling, qui traite de l'impact écologique et sociétal de la technologie, sont également des piliers du cyberpunk moderne. Ces œuvres, tout comme Altered Carbon, ne se contentent pas d'imaginer des futurs technologiquement avancés, elles nous invitent à nous informer, à comprendre les implications de l'ère de l'information et au-delà. En définitive, le cyberpunk continue et continuera d'être une source d'inspiration vitale pour la science-fiction moderne, offrant un cadre riche pour explorer les dilemmes moraux et philosophiques de notre temps. Alors que nous refermons le chapitre de l'univers captivant d'Altered Carbon de Richard Morgan, nous sommes forcés de reconnaître l'empreinte indélébile laissée par le cyberpunk sur la science-fiction moderne. À travers ses rues sombres et ses néons éblouissants dans un avenir dystopique, le voyage à travers les nuances complexes du cyberpunk et les intrigues enchevêtrées d'Altered Carbon vous ont certainement inspiré. Et je vous encourage vivement à vous abonner à ce podcast pour continuer l'aventure. Dans la description, vous trouverez également les liens vers les ouvrages que j'ai pu citer en référence dans ce podcast. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez apprécié cette plongée dans cette réalité alternative. Partagez ce podcast avec d'autres amateurs d'univers dystopiques et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Votre soutien est important et vos réflexions nourrissent toujours ma passion et me poussent à explorer encore plus de mondes fascinants. D'ailleurs, dans notre exploration des méandres du cyberpunk, nous avons navigué à travers un futur qui n'est pas si éloigné que ça. Cette fusion entre notre monde actuel et celui proche à venir, entre les geeks et les férus d'informatique, les passionnés rockers évoqués par Bruce Sterling, tout ceci nous rappelle que le cyberpunk est plus qu'un genre littéraire. C'est un cri, un écho de notre société, une projection amplifiée de nos craintes et de nos espoirs face à l'avancée irrémédiable de la technologie. Mais derrière les façades lugubres et les anti-héros cyniques de ces mondes, le cyberpunk nous interpelle toujours. Il nous invite à prendre conscience des conséquences de nos actions, de l'importance de garder notre humanité au cœur de l'essor cybernétique. Il nous rappelle que malgré l'obscurité, il y a toujours de la place pour la rébellion, pour l'espoir, pour la capacité de changer les choses. Ces univers ne sont pas seulement des avertissements, ils sont aussi des appels à ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment dans notre course effrénée vers le progrès. Nous, peuple désabusé et société fracturée, sont le miroir de nos propres vies, teintées de l'ombre de ce que nous pourrions devenir si nous oublions l'importance de la compassion et de la communauté dans notre relation à la technologie. Je vous invite à réfléchir à la place que nous laissons à la technologie dans nos vies et à l'impact que nous souhaitons qu'elle ait sur notre futur et sur celui de nos enfants. À bientôt, les fans de fiction. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.